Monsieur le Président, Madame la Ministre, Morlaix Communauté s'est portée candidate fin septembre 2022 à l'appel à la manifestation d'intérêt national AMI France 2030 intitulé Rebond industriel. Cet AMI visait à accompagner les territoires impactés par des restructurations économiques, 54 projets industriels pour un potentiel de 110 millions d'euros et création de 300 emplois. L'agglomération de Morlaix a été retenue en décembre 2022 parmi les 9 territoires au niveau national. Il s'agissait dès 2023 d'une phase d'ingénierie de janvier à avril 2023 avec la mise à disposition d'un cabinet de conseil pour 100 jours hommes, donc 150 000 euros. D'une phase d'investissement de 12 à 18 mois mobilisant une enveloppe de crédit de 1 500 000 euros de soutien à l'investissement productif dédié au financement de projets industriels innovants et structurants pour le territoire. Un comité de pilotage a eu lieu de janvier à avril 2023 afin d'identifier les projets innovants et les structures porteuses. L'idée était d'aller vite pour opérer un choc industriel. Les dossiers priorisés et validés par le COPIL territorial dans le cadre du dispositif rebond industriel devaient être soumis au comité de pilotage ministériel opérationnel auprès du Premier ministre pour examen lors d'une réunion le 4 octobre 2023. Nous sommes en octobre 2024. Le choc industriel prévu n'est pas arrivé. En effet, seules 2 entreprises ont été financées à hauteur de 340 000 euros. 3 entreprises qui avaient prévu leur investissement ne sont aujourd'hui pas financées. Emarina, entreprise innovante agissant dans la transplantation d'organes, Sermeta, entreprise industrielle phare du pays de Morlaix, et Ineo Défense. Ma question est simple. Ces entreprises sélectionnées sur le territoire disposeront-elles des sommes leviers à leur investissement? Et si tel n'est pas le cas, que deviennent les fonds non utilisés fléchés pour les entreprises du pays de Morlaix? Monsieur le Président, Madame la Ministre, la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique se tiendra à Bakou du 11 au 22 novembre 2024. En 2029, les pays les plus riches ont accepté de mobiliser collectivement 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement et ainsi les aider à s'adapter au changement climatique. Un nouvel objectif de financement devrait être formalisé lors de la COP29, c'est dire l'importance de ce rendez-vous. Mais pourquoi à Bakou, en Azerbaïdjan, un pays qui vit des hydrocarbures et notamment russe, un État autoritaire qui présente un bilan désastreux en matière des droits de l'homme et qui réprime toutes celles et tous ceux qui expriment des opinions dissidentes, notamment la répression de manifestations pour la défense de l'environnement et l'arrestation de nombreux journalistes. On vient même d'assassiner un de ses opposants réfugiés sur le territoire français et qui mène en plus des opérations hostiles contre la France en Nouvelle-Calédonie en nous traitant de colonisateurs. L'Azerbaïdjan n'est pas une grande puissance militaire, mais c'est une puissance d'influence malveillante qui ne se prive pas d'attaquer et d'attaquer fortement la France. Et enfin, un pays qui veut mettre en cause l'intégrité territoriale de l'Arménie et qui pratique le nettoyage ethnique sur 100 000 Arméniens dans le Haut-Karabakh et dont les plus hauts responsables, encore aujourd'hui même, Aliyev en tête, continuent à avoir des propos belliqueux et parlent d'une guerre prochaine. Franchement, la COP29 à Bakou, ça sera vraiment la COP de la honte. Une quarantaine de ministres vont y participer. Notre ministre de la Transition écologique y sera. La France a-t-elle fait, Madame la Ministre, entendre sa voix fortement pour dénoncer le lieu où va se tenir pourtant ce très grand rendez-vous sur le plan écologique? Est-ce qu'elle portera à cette occasion un message fort à l'encontre de ce régime qui porte atteinte et aux droits de l'homme et qui met en cause la liberté dans l'ensemble de la région? Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur la hausse prévue des contributions dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Ce dispositif est issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, qui avait pour ambition, notamment, je cite, de favoriser les produits les meilleurs pour l'environnement et de permettre de réduire le prix des produits vertueux. Or, nous constatons que les textes réglementaires d'application qui se sont succédés depuis 2020 produisent des effets inverses et pénalisent dangereusement les produits qui stockent du carbone, je pense en particulier au bois, à l'encontre même des objectifs de décarbonation pourtant reconnus comme prioritaires, et ça a été encore rappelé récemment, notamment dans le bâtiment avec la réglementation environnementale 2020. Selon les estimations de la Fédération nationale du bois, l'éco-contribution telle qu'initialement prévue pour 2025, avec une augmentation de 50%, pourrait donc pénaliser le bois avec 15 € la tonne commercialisée pour cette éco-contribution contre 1 à 2 € la tonne de béton ou d'acier. On a d'autres exemples comme le bardage bois qui serait facturé 11,60 € la tonne contre un bardage fibrociment à 1,26 €. Un arrêté paru le 1er mars dernier a modifié le cahier des charges des éco-organismes de cette REP PMCB
Mais de très vives inquiétudes demeurent, parce que de très importantes distorsions de concurrence pourraient être induites par ces décisions qui ne reconnaissent pas suffisamment les propriétés écologiques du bois. Plusieurs éco-organismes ont même décidé de geler les hausses prévues sur cette contribution financière que versent les entreprises. La filière pourrait en effet se retrouver grandement fragilisée si rien n'est fait pour corriger ces contradictions. Les discussions sont en cours, mais comment le gouvernement entend-il garantir la cohérence entre les ambitions affichées en matière de décarbonation et l'équité économique et écologique de la mise à contribution des entreprises ? Bonjour Madame la Ministre, je souhaitais attirer ce matin l'attention sur les difficultés rencontrées par les ostréiculteurs à la suite de l'interdiction administrative de vente d'huîtres de plusieurs bassins en France il y a déjà 2 ans. Il y a plus d'1 an, j'avais adressé au gouvernement par le biais de questions écrites et orales des interrogations à ce sujet. La conchiliculture et singulièrement l'ostréiculture sont touchées, vous le savez, pendant les périodes hivernales par des épidémies de norovirus qui sont induites notamment par les dysfonctionnements de stations de traitement des eaux. Un bassin a été fermé en 2023 et si il n'y a qu'un bassin qui a été fermé, le préjudice porte sur toute la profession, parce que quand un bassin tout le monde s'enrhume, 28 jours de fermeture et 5 millions d'euros de pertes sèches pour les ostréiculteurs concernés. La contamination au norovirus n'est pas du fait de la profession ostréicole, c'est plutôt lié à la question de la saturation des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale qui engendrent des débordements. Les promesses d'amélioration du contrôle de traitement des eaux usées n'ont pas vraiment été suivies d'effet, mais le point principal, c'est la méthode de détection de ce génome de norovirus, qui n'informe pas aujourd'hui sur la virulence du virus en tant que tel. Lorsque j'avais interrogé le gouvernement à l'époque, il m'avait été dit que la méthode du programme dit Oxivir 2 pourrait être utilisée pour mieux cibler les norovirus infectieux et éviter la fermeture injustifiée de sites. La ministre avait dit à l'époque, l'étude devrait être finalisée d'ici à quelques mois et la méthode, une fois validée au niveau national, pourra être présentée à la Commission européenne. Or, aujourd'hui, on ne voit rien venir, le problème reste entier, on s'inquiète pour l'hiver qui arrive. J'aurais voulu savoir, Madame la Ministre, les éléments que vous auriez pu nous fournir à ce sujet. Station d'épuration, qualité de l'eau, bassin dans les établissements ostréicoles, tout ça on connaît. Je vous remercie d'avoir précisé un calendrier donc, que je retiens, décembre 2025, sur la réalisation d'une deuxième étude qui ne serait plus Oxivir, qui serait Copernic, mais il faut à un moment qu'on ait des résultats très concrets, parce que le jour où un pays étranger grand consommateur et importateur va considérer que la méthode ne lui convient pas, ça va être très compliqué pour la profession, donc je vais suivre ça avec attention. Madame la Ministre, c'est avec stupeur que les Calvadosiens ont appris en septembre dernier l'adoption par le Conseil régional d'Île-de-France d'une motion d'opposition au projet ferroviaire Ligne Nouvelle Paris-Normandie, ciblant confusément l'artificialisation et les nuisances liées au chantier. Ce projet d'intérêt national est pourtant vital, à bien des égards pour la Normandie et le Calvados en particulier, qui pâtissent depuis trop longtemps d'une mauvaise desserte ferroviaire, frappant tant le transport des voyageurs, les usagers de la ligne Paris-Cherbourg au quotidien, que celui des marchandises. Annoncé par Nicolas Sarkozy en 2009, je rappelle que ce projet, largement transpartisan, a depuis été porté par les présidences successives de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Son aspect prioritaire a été confirmé à maintes reprises par la Commission Mobilité 21 et par le Conseil d'orientation des infrastructures. On ne compte plus non plus le nombre de ministres ayant reconnu la dette ferroviaire de l'État à l'égard de la Normandie. Aujourd'hui, l'enjeu de la LNPN réside surtout dans l'amélioration structurelle de la fiabilité de la ligne et l'augmentation de sa capacité, en l'état impossible du fait de sa saturation. Celle-ci est pourtant cruciale pour favoriser le report modal de la route vers le rail, pour les voyageurs comme pour le fret, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je tiens à réaffirmer ici que la LNPN doit permettre le désenclavement de la Normandie, un territoire stratégique qu'il convient de relier efficacement à Paris et à l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas d'un simple projet ferroviaire, mais bien d'un levier incontournable de compétitivité, de modernisation et de développement durable. Autrement dit, d'une ambition synonyme de croissance pour des départements comme celui du Calvados et plus largement pour la France. Avec l'aménagement de la vallée de la Seine, c'est aussi une partie de la politique maritime du pays qui se joue ici. Pour toutes ces raisons, je vous demande, Madame la Ministre, de réaffirmer l'engagement total de l'État dans ce projet essentiel qui doit être mis au rang des priorités du gouvernement. Madame la Ministre, mes chers collègues, la mortalité infantile a augmenté fortement au cours des 10 dernières années en France.
Le constat est sans appel. En 2023, on aura atteint un seuil de 4 décès pour 1000 naissances vivantes, soit le taux le plus élevé depuis 20 ans. Nous sommes passés de la 4e à la 18e place au sein des pays de l'OCDE. Environ 55 000 enfants naissent prématurément en France chaque année. Ils représentent 75% de la mortalité néonatale et la moitié des handicaps d'origine périnatale. On observe que la mortalité infantile est exponentielle dans les départements les plus pauvres et les plus ruraux. Les causes, vous les connaissez, la fermeture de lits, la difficulté d'accès aux soins, la pénurie de soignants, la fermeture des services, l'insuffisance du nombre des maternités. Alors, Madame la Ministre, doit-on poursuivre la fermeture des maternités en envisageant la fermeture de celles réalisant moins de 1000 naissances par an et laisser les futures mères accoucher sur les routes? Doit-on continuer à fermer les yeux devant cette tiers-mondalisation de notre système de santé qui contraint certains élus, comme la jeune maire de Decize dans la Nièvre, Justine Guyot, à interdire à ses habitants de tomber malades et donc de légiférer pour empêcher les femmes issues des territoires ruraux de tomber enceintes afin d'éviter tout drame? Madame la Ministre, ma question est simple. Comment faire pour réarmer démographiquement la France, sauver des vies sans moyens humains, matériels et financiers? Madame la Ministre, je vous remercie pour vos réponses qui apportent un certain nombre de solutions. Néanmoins, permettez-moi d'insister sur le dernier point que vous avez voté, sur le maillage des maternités. On pose aujourd'hui le problème en opposant proximité et sécurité. Ça n'est pas la bonne manière de traiter la question. Il faut revoir le maillage des maternités, sachant que passer 45 minutes de trajet pour accéder à une maternité double le taux de morbidité, tant pour la mère que pour l'enfant. Enfin, des postes d'internes doivent être ouverts aux futurs médecins qui ont étudié à l'étranger afin qu'ils soient affectés en France dans les établissements en tension. Des médecins français étudient à l'étranger et demandent à faire leur internat ici. J'en ai rencontré en Roumanie. Je vous demande d'être attentif à leur situation. Madame la Ministre, par cette question, je tiens à pointer le manque structurel de médecins du travail dans mon département, la Sarthe, un département rural où la problématique est encore plus prégnante. Cela a une incidence sur le désengagement par les services de prévention et de santé au travail du suivi des agents de la fonction publique. De plus, cela interroge quant à l'efficacité et à la pérennité de la protection de la santé des travailleurs dans ce secteur. Je rappelle que la réforme de la santé au travail portée par la loi du 2 août 2021 a exacerbé le manque de médecins du travail, conduisant à de très vives tensions entre les services de prévention et de santé au travail et leurs entreprises adhérentes. Cette situation préoccupante est illustrée de manière frappante en Sarthe, où l'association Santé au Travail 72 a dû prendre la décision radicale de stopper le suivi santé au travail des collectivités et des établissements qu'ils suivaient jusqu'alors. Cette décision impacte directement 10 000 agents, les laissant sans le soutien médical et préventif nécessaire pour assurer leur bien-être au travail. Or, la réforme visait initialement à moderniser et à renforcer le système de santé au travail, mais son application a révélé des failles importantes dans la planification et la gestion des ressources. Les services de santé au travail se retrouvent débordés, incapables de faire face à la demande croissante de suivi médical et de prévention. En l'absence de ce suivi médical régulier, les agents sont exposés à des risques accrus de maladies professionnelles et d'accidents du travail. Madame la Ministre, je m'interroge grandement sur le rôle que joue le gouvernement dans cette situation, puisque la DREETS des Pays de la Loire, autorité de tutelle de santé au travail 72, leur a demandé expressément de se dessaisir du suivi des agents de la fonction publique. Par conséquent, pouvez-vous m'indiquer quelles mesures concrètes votre administration compte prendre afin de faire face à la pénurie de médecins au travail, tout en garantissant que les services de prévention et de santé au travail disposent des ressources nécessaires pour accomplir leur mission? Madame la Ministre, le 17 octobre dernier, j'ai interrogé la ministre de la Santé lors des questions d'actualité sur l'inégalité d'accès à la prévention et au traitement du cancer du sein et sur la diminution de près de 30% du budget alloué au Centre de coordination des dépistages des cancers en Nouvelle-Aquitaine. Il m'avait alors été répondu, je cite, « La diminution des budgets qui lui sont alloués ne s'accompagnera pas d'une baisse de l'activité du dépistage. Elle est uniquement liée au transfert de certaines missions à l'assurance maladie, dont l'envoi de courrier. » En toute honnêteté, Madame la Ministre, sachez que la réalité est tout autre. En l'absence de l'intégralité de ces dotations de fonctionnement, c'est toute une mission de service public portée en faveur de la prévention et de la détection des cancers qui est menacée, et ce sur les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Ceci est d'autant plus consternant que les taux de participation progressaient très bien et confirment le bon travail du centre.
Avec des dotations en diminution de plus de 26%, le Centre régional de dépistage est contraint de renoncer depuis septembre à certaines actions majeures telles que la promotion du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, des actions spécifiques d'aller vers ou encore le dépistage organisé du cancer colorectal. Madame la ministre, au nom du principe d'égalité, comptez-vous reprendre ce dossier et comprendre les 73 élus qui vous ont déjà interpellé? Qu'entendez-vous faire pour préserver les centres néo-aquitains de dépistage des cancers et donc garantir les ressources suffisantes à la mise en œuvre de ces missions essentielles, par ailleurs décrites dans l'arrêt ministériel du 16 janvier 2024? Plus de prévention, plus de dépistage précoce et moins de personnes malades et donc au final une baisse des dépenses de santé. Vous considérez peut-être la coupe budgétaire évoquée comme une économie substantielle et une rationalisation de l'action publique. Je m'inscris totalement en faux et ce avec l'ensemble des élus de la région, toutes tendances confondues. Je vous demande sincèrement, Madame la Ministre, de reconsidérer cette mesure budgétaire. C'est un non-sens sanitaire et financier. Les équipes locales ont besoin d'être confortées dans leur mission alors que leurs objectifs sont atteints. Entendez-les et entendez aussi les élus. Monsieur le ministre, permettez-moi de soulever ici une inquiétude majeure de nos viticulteurs confrontés à des risques sanitaires et climatiques croissants, amplifiés par le changement climatique et le recul de l'usage de produits phytosanitaires. Ces dernières années, la filière viticole en Gironde et dans toute la France fait face à des aléas tels que le gel, la grêle et des maladies cryptogamiques comme le mildiou, l'odium, encore le black rot. Ces maladies aggravées par l'humidité et les vagues de chaleur s'installent désormais régulièrement dans nos vignes, rendant le travail de nos viticulteurs toujours plus difficile. Alors aujourd'hui, il devient quasiment impossible de distinguer les dégâts liés au climat de ceux causés par les infections sanitaires. Dans ce contexte, les viticulteurs qui prennent la précaution de souscrire à une assurance climatique avec complémentaire sanitaire sont, de manière incompréhensible, pénalisés à double titre. D'un côté, un abattement sanitaire est systématiquement appliqué par l'État et les assureurs sur les indemnisations climatiques. De l'autre, leur couverture sanitaire n'ouvre droit ni à la subvention de la PAC, ni au Fonds de solidarité nationale. Monsieur le ministre, pourquoi cette injustice persistante ? Pourquoi la France ne reconnaît-elle pas la nécessité d'inclure dans ces risques sanitaires, dans les conditions de soutien de la PAC et du Fonds de solidarité nationale, alors même que l'Union européenne l'autorise? Donc face à un futur où le climat et le sanitaire seront de plus en plus entremêlés, je vous demande d'envisager donc une révision de la position de la France, ou du moins une expérimentation dérogatoire pour les viticulteurs ayant souscrit une double assurance. Monsieur le ministre, je vous demande de bien regarder cette situation d'assez près, parce qu'il semble qu'on ait une position française qui soit différente de celle d'autres pays européens dans notre manière d'aborder cette situation. Madame la ministre est dans l'Aude, vous le savez, la crise viticole que nous connaissons aujourd'hui, et plus particulièrement en Gironde, est une des plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il nous faut vraiment une réponse collective. Monsieur le ministre, en pleine crise agricole, la filière viticole du Sud-Est est plongée dans un profond désarroi. C'est pourquoi je souhaite revenir sur les annonces de Madame la ministre de l'Agriculture. Il y a peu, je vous avais déjà interpellé pour vous demander quel était votre projet et votre programme pour l'agriculture, et particulièrement celle du sud de la France. J'ai appris cette nuit par SMS que Madame la ministre est dans l'Aude pour faire de nouvelles annonces. Il est temps, car la colère de nos agriculteurs ne cesse de monter à juste titre. J'apprends par ailleurs ce matin que de grandes surfaces vendent le litre de vin de Côtes-du-Rhône de qualité à 1,90 €, alors que le coût de production est au moins 50% au-dessus. Comment voulez-vous que les viticulteurs y arrivent? Qu'en est-il du dispositif d'arrachage viticole dans le Sud-Est, ouvert le 15 octobre? À quand sa mise en place concrète? Pourquoi n'est-il pas conditionné à des diversifications destinées à la production alimentaire humaine? Les remontées du terrain révèlent déjà que les structures viticoles les plus en difficulté risquent d'arracher en totalité leurs vignes et disparaîtront. L'enveloppe de 120 millions d'euros annoncée sera sûrement insuffisante. Par ailleurs, la communication à propos du plan d'agriculture climat Méditerranée, où 30 millions d'euros seront alloués aux bénéficiaires via un appel à projet, est à compléter. Ce projet est très largement méconnu dans la région Sud-Est PACA. Or, ce plan est essentiel pour l'avenir de nos territoires du Sud, particulièrement vulnérables face au changement climatique. Que va-t-il en être
et quand va-t-il être développé et mis en place? Enfin, la question de l'eau est au cœur de l'agriculture de demain. Sans arbitrage de l'État, sans stratégie globale claire ni plan de financement, que sera l'agriculture méridionale de demain dans le cadre de projets d'irrigation? En particulier, je pense à celui qu'on nomme HPR, Hauts-de-Provence rhodanienne.